Les vertus de l'échec. De l'auteur Charles Pépin. Lu par Livre Académie. Introduction. Compte en commun Charles de Gaulle, Steve Jobs et Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui rapproche J.K. Rowling, Charles Darwin et Roger Federer? Ou encore Winston Churchill, Thomas Edison ou Barbara. Ils ont tous connu des succès éclatants? Oui, mais pas seulement. Ils ont échoué avant de réussir. Mieux, c'est parce qu'ils ont échoué qu'ils ont réussi. Sans cette résistance du réel, sans cette adversité, sans toutes les occasions de réfléchir ou de rebondir que leurs ratés leur ont offertes, ils n'auraient pu s'accomplir comme ils l'ont fait. Du début de la Première Guerre mondiale au cœur de la Seconde, Charles de Gaulle a enduré près de 30 ans de déconvenues. Mais c'est à leur contact qu'il a affirmé son caractère et pris la mesure de son désir, faire vivre une certaine idée de la France. Lorsque le vent de l'histoire a enfin tourné, il était prêt. Ses échecs l'avaient endurci, l'avaient préparé au combat. Thomas Edison a échoué tant de fois avant d'inventer l'ampoule électrique qu'un de ses collaborateurs lui a demandé comment il pouvait supporter autant d'échecs, des milliers d'échecs. « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné », a répondu l'inventeur. Thomas Edison savait qu'un scientifique n'apprend qu'en se trompant, que chaque erreur rectifiée est un pas de plus vers la vérité. Serge Gainsbourg a vécu comme un drame l'abandon de la carrière de peintre à laquelle il se destinait. C'est avec le goût de l'échec dans la bouche qu'il s'est tourné vers cet art mineur qu'était pour lui la chanson. Mais c'est précisément ce qui l'a délivré de la pression qu'il s'infligeait en tant que peintre. Son talent d'auteur et d'interprète, la patte Gainsbourg, est inséparable de ce relâchement qui est lui-même un enfant de l'échec. Difficile d'imaginer aujourd'hui, lorsque nous voyons Roger Federer jouer au tennis, les échecs qu'il endura adolescent, les colères qui le submergeaient. Il n'était pas rare de le voir jeter sa raquette de rage. Or, c'est durant ces années que s'est construit celui qui allait devenir le meilleur joueur de tous les temps. Sans cette somme de duels perdus et de moments d'abattement, il ne serait resté aussi longtemps numéro 1 mondial par la suite. Son fair-play légendaire, son élégance facile n'ont rien d'inné. Ils ont été conquis et ils n'en sont que plus beaux. Charles Darwin a abandonné successivement ses études de médecine et de théologie. Il a alors embarqué pour ce voyage au long cours sur le Beagle qui décidera de sa vocation de découvreur. Sans ses études d'étudiant, il n'aurait jamais été disponible pour ce voyage qui changera sa vie et accessoirement l'idée même que nous nous faisons de notre humanité. Au début, Barbara a vu les portes des cabarets se fermer devant elle. Quand elle eut le droit de s'y produire, elle devait souvent chanter sous les sifflets. En l'entendant interpréter certains des titres sublimes qu'elle composera plus tard, nous sentons une force de vie et une empathie qui doivent beaucoup à ces humiliations. Enlever les échecs dans le parcours de Barbara, ce serait enlever les plus belles chansons de son répertoire. Ces quelques exemples le suggèrent déjà. Il n'y a pas une vertu de l'échec, mais plusieurs. Il y a les échecs qui induisent une insistance de la volonté et ceux qui en permettent le relâchement. Il y a les échecs qui nous donnent la force de persévérer dans la même voie et ceux qui nous donnent l'élan pour en changer. Il y a les échecs qui nous rendent plus combatifs, ceux qui nous rendent plus sages, et puis il y a ceux qui nous rendent simplement disponibles pour autre chose. L'échec est au cœur de nos vies, de nos angoisses et de nos réussites. Bizarrement, ce sujet est pourtant peu traité par les philosophes. Lorsque j'ai commencé à travailler dessus, je suis allé chercher ce qu'en disaient les grands anciens. Quelle n'a pas été alors ma surprise de découvrir leur peu d'intérêt pour cette question. Eux si prompts à réfléchir sur l'idéal et le réel, sur la vie bonne et la lutte contre les peurs, sur la différence entre ce que nous voulons et ce que nous pouvons, ils auraient dû écrire des sommes entières sur l'échec, des méditations inspirées sur ce sentiment. Tel n'est pas le cas. Il n'existe aucun ouvrage de philosophie majeur sur cette notion. Pas de dialogue de Platon sur la sagesse de l'échec, pas de discours cartésien sur la vertu de l'échec, pas de traité hegelien sur la dialectique de l'échec. La chose est d'autant plus troublante que le ratage semble entretenir une relation privilégiée avec notre aventure humaine. À l'occasion des conférences que je donne, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou de salariés blessés par des dépôts de bilan, des licenciements, des opportunités manquées. Dans certains cas, ils ont traversé l'enfance, l'adolescence, les études, un début de vie professionnelle, sans connaître le sentiment de l'échec. Je remarque que ce sont eux qui ont le plus de mal à se relever. Professeur de philosophie au lycée, j'observe souvent des élèves meurtris par leurs mauvaises notes.
Visiblement, on ne leur a jamais dit qu'un humain peut échouer. La phrase est pourtant simple. Nous pouvons échouer. Elle est simple, mais je crois qu'elle contient quelque chose de notre vérité. Les animaux ne peuvent échouer, car tout ce qu'ils font est dicté par leur instinct. Ils n'ont qu'à obéir à leur nature pour ne pas se tromper. Chaque fois que l'oiseau construit son nid, il le fait à la perfection. Il sait, d'instinct, ce qu'il a à faire. Il n'a pas à tirer de leçons de ses échecs. En nous trompant, en échouant, nous manifestons notre vérité d'homme. Nous ne sommes ni des animaux déterminés par leur instinct, ni des machines parfaitement programmées, ni des dieux. Nous pouvons échouer parce que nous sommes des hommes et parce que nous sommes libres. Libres de nous tromper, libres de nous corriger, libres de progresser. Le thème de l'échec affleure quand même parfois chez les philosophes. Il n'est jamais très loin chez les stoïciens de l'Antiquité, qui nous enseignent une sagesse de l'acceptation et nous apprennent à ne pas ajouter un second mal au premier. On le devine chez Nietzsche, lorsqu'il écrit par exemple « Plus d'un qui ne peut se libérer de ses propres chaînes a su néanmoins en libérer son ami ». Il est implicite dans les écrits existentialistes de Sartre. Si toute notre vie nous pouvons devenir, si, comme l'écrit Sartre, nous ne sommes pas enfermés dans une essence, c'est que l'échec peut avoir la vertu de nous porter vers cet avenir, de nous aider à nous réinventer. Il est plus explicite chez Bachelard lorsqu'il définit le génie comme celui qui a le courage de faire une psychanalyse de ses erreurs initiales. C'est donc de ces philosophes-là que nous partirons. Mais cela ne sera pas suffisant. Il nous faudra chercher ailleurs cette sagesse de l'échec qu'ils ne font qu'esquisser. Dans les écrits des artistes ou l'expérience des psychanalystes, dans les textes sacrés ou les mémoires des grands hommes, dans la réflexion si inspirante d'un Miles Davis, les leçons de vie d'un André Agassi ou la poésie lumineuse d'un Rudyard Kipling. Chapitre numéro 1. L'échec pour apprendre plus vite. Nous sommes en France, à Tarbes, au cœur de l'hiver 1999. Le jeune Espagnol a 13 ans. Il vient de perdre la demi-finale du tournoi de tennis des Petits As, le championnat du monde officieux des 12-14 ans. Le Français qui l'a battu et qui remportera le tournoi est né la même année que lui et fait exactement la même taille. Pourtant, il l'a facilement dominé. Ce jeune prodige s'appelle Richard Gasquet, le petit Mozart du tennis français. Les spécialistes affirment que jamais aucun joueur n'a atteint une telle maîtrise à cet âge. À 9 ans, il faisait déjà la une de Tennis Magazine qui titrait « Le champion que la France attend ». Ses gestes parfaits, la beauté de son revers à une main, l'agressivité de son jeu furent pour son adversaire autant de blessures narcissiques. Après avoir serré la main de Richard Gasquet, l'adolescent majorquin se laisse tomber sur sa chaise sonnée. Il s'appelle Rafael Nadal. Ce jour-là, Rafael Nadal a échoué à devenir champion du monde de sa classe d'âge. Quiconque regarde ce match aujourd'hui, disponible sur YouTube, est frappé par l'agressivité du jeu de Richard Gasquet. Il prend la balle très tôt et son adversaire de court. Or, cette manière d'entrer dans la balle avec une agressivité maximale évoque étrangement ce qui fera le succès de Rafael Nadal, qui sera par la suite numéro 1 mondial et le restera des années, remportant 60 tournois, dont 12 titres du Grand Chelem. Richard Gasquet est devenu un très grand joueur, il a atteint la 7e place mondiale, mais il n'a à ce jour remporté aucun tournoi du Grand Chelem et n'a gagné en tout que 9 titres. Quels que soient ses exploits futurs, sa carrière ne pourra plus égaler celle de Rafael Nadal. La question se pose donc, où s'est jouée la différence ? Revenir sur le parcours de Rafael Nadal peut nous fournir un élément de réponse. Jeune, il a connu beaucoup d'échecs, des matchs perdus et une incapacité à maîtriser la technique du coup droit classique qui l'a contraint de développer ce coup droit non conforme, sa raquette partant en hauteur après la frappe, tel un lasso, dans un geste improbable qui est devenu sa signature. Après sa défaite contre Richard Gasquet, ils se rencontreront à 14 reprises. Rafael Nadal remportera les 14 matchs. Sans doute, après ce match, Rafael Nadal s'est davantage intéressé à son jeu et l'a analysé en profondeur avec son oncle et entraîneur Tony Nadal. Sans doute a-t-il ce jour-là, à Tarbes, plus appris en perdant que s'il avait gagné. Peut-être même a-t-il appris en une seule défaite ce que 10 victoires n'auraient pu lui apprendre. Il n'est pas impossible qu'il ait pris la mesure de l'agressivité dont il était capable au moment même où il était victime de celle de Richard Gasquet. Ma conviction est que Rafael Nadal a eu besoin de cette défaite pour se rapprocher plus vite de son propre talent. L'année d'après, il remportera d'ailleurs le tournoi des Petits As. C'est peut-être là, justement, qu'est le problème de Richard Gasquet. De ses premiers pas sur un court de tennis jusqu'à ses 16 ans, il a enchaîné les succès avec une facilité déconcertante.
Et s'il n'avait, durant ces précieuses années de formation, pas suffisamment échoué? Et s'il avait commencé à échouer trop tard? Et si, ne rencontrant quasiment pas l'échec, il avait manqué de cette expérience du réel qui résiste et qui nous conduit à le questionner, à l'analyser, à nous étonner devant son étrange tessiture? Les succès sont agréables, mais ils sont souvent moins riches d'enseignements que les échecs. Il est des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles. Énoncé paradoxal, mais qui, je crois, contient quelque chose du secret de l'existence humaine. Hâtons-nous donc d'échouer, car alors nous rencontrons le réel plus encore que dans le succès. Parce qu'il nous résiste, nous le soumettons à la question. Nous le regardons sous tous les angles. Parce qu'il nous résiste, nous y trouvons un appui pour prendre notre élan. Étudiant la manière dont les créateurs de start-up savent rebondir, certains théoriciens américains de la Silicon Valley vantent le fail fast, échouer vite, et même le fail fast, learn fast, échouer vite, apprendre vite, pour souligner le caractère vertueux de ces échecs rencontrés tôt. Durant les années de formation, l'esprit est avide d'apprendre, capable de tirer instantanément des leçons de ce qui lui résiste. Il montre que les entrepreneurs ayant échoué tôt, ayant su tirer rapidement des enseignements de ces échecs, réussissent mieux et surtout plus vite que ceux qui connaissent des parcours sans accroc. Ils insistent sur la force de ces expériences qui, même ratées, font progresser plus vite que les meilleures théories. S'ils disent vrai, nous comprenons ce qui manque à tous ces bons élèves, sérieux et réguliers, qui débarquent sur le marché du travail sans avoir jamais trébuché. Qu'ont-ils donc appris en se contentant de suivre la norme, d'appliquer avec succès les consignes? Ne leur manquera-t-il pas ce sens du rebond, cette réactivité si décisive dans notre monde en mutation? Mon métier de professeur de philosophie m'a souvent donné l'occasion de mesurer la vertu des échecs précoces, leur capacité à faire réussir plus vite. En début d'année de terminale, la philosophie est une matière nouvelle. Les élèves sont invités à réfléchir par eux-mêmes comme jamais auparavant, à prendre une liberté inédite avec leurs connaissances, à oser reprendre à leur charge les questionnements les plus immenses de l'existence. Avec le recul que me donnent 20 ans d'enseignement de la philosophie, je peux affirmer qu'il est souvent préférable de rater en beauté son premier devoir de philosophie que de s'en sortir avec une note moyenne, mais sans s'interroger. Cette mauvaise note inaugurale permet de prendre la mesure du changement radical demandé. Mieux vaut échouer vite et se poser les vraies questions que réussir sans comprendre pourquoi. Les progrès seront ensuite plus rapides. Dès lors que cet échec est accueilli et questionné dans la foulée, l'entrée en philosophie se fait plus aisément par l'échec que par le succès. J'ai enseigné longtemps la philosophie, rebaptisée pour l'occasion Culture générale, durant des stages d'été de préparation au concours de Sciences Po. Ces sessions intensives accaillaient les élèves tout juste bacheliers dans le vaste parc fleuri du lycée Lacanal de Sceaux. Elles commençaient mi-juillet et duraient 5 semaines, les concours ayant lieu fin août, début septembre. J'y ai observé le même phénomène, mais en accéléré. Bien souvent, ceux qui commençaient le stage d'été avec des notes correctes échouaient, à la fin de l'été, à entrer à Sciences Po. En revanche, parmi ceux qui obtenaient en tout début de stage quelques notes vraiment désastreuses, beaucoup réussissaient brillamment, 5 semaines plus tard, à intégrer l'école de la rue Saint-Jugoam. À l'occasion de cet échec, de cette crise initiale, ils avaient eu la chance de rencontrer la réalité nouvelle qui les attendait, là où ceux qui avaient obtenu des notes moyennes au début du stage ne s'étaient rendus compte de rien. Ils avaient été éveillés par leur échec quand les autres avaient été endormis par leur petit succès. Une échelle assez courte, 5 semaines, suffisait donc à montrer qu'un échec accepté peut se révéler plus profitable qu'une absence d'échec. Mieux vaut un échec rapide et rapidement rectifié que pas d'échec du tout. Si cette vision des choses peut sembler évidente, elle est très minoritaire en France. Lorsque les théoriciens américains ont conceptualisé le fast fail, la vertu de l'échec rapide, c'était dans l'opposant à ce qu'ils nommaient le fast track, l'idée selon laquelle il serait décisif de réussir vite, de se placer le plus tôt possible sur les rails du succès, donc de ne pas en pérégriner sur les chemins de traverse. À bien des égards, c'est notre manière française de concevoir la réussite qui est ici visée. Nous semblons en effet malades de cette idéologie du fast track. Aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Finlande ou en Norvège, les entrepreneurs, les figures politiques ou les sportifs aiment mettre en avant les échecs rencontrés au début de leur carrière et qu'ils arborent fièrement comme des guerriers leurs cicatrices.
Dans ce vieux pays qu'est la France, nous nous définissons au contraire toute notre vie par les diplômes obtenus quand nous vivions encore chez nos parents. À l'occasion de mes interventions en entreprise, je rencontre souvent des cadres ou dirigeants qui se présentent comme HEC 76, ENA 89 ou X 80. Il faut entendre diplômé de HEC en 1976, de l'ENA en 1989 ou de Polytechnique en 1980. J'en suis chaque fois surpris. Le message implicite est clair. Le diplôme que j'ai réussi à 20 ans me donne à vie une identité et une valeur. C'est le contraire du fast fail. Il s'agit non pas de rater vite, mais bien de réussir vite. Comme s'il était possible, et souhaitable, de se mettre une fois pour toutes à l'abri du risque, de s'installer sur les rails d'une carrière tracée et de se définir toute son existence par un succès obtenu à 20 ans. Comment ne pas voir dans cette obsession des diplômes obtenus jeunes une peur de la vie, de ce réel que, heureusement, nous ne cessons de rencontrer et que l'échec nous permet souvent de rencontrer plus rapidement. Les parcours respectifs de Richard Gasquet et Raphaël Nadal semblent en tout cas confirmer qu'il vaut mieux parfois sortir des rails du succès et en sortir tôt. Ce sera d'ailleurs aussi l'occasion d'éprouver sa capacité de résistance. C'est en effet une autre vertu de l'échec. Il faut avoir déjà échoué pour savoir qu'on s'en relève, alors autant commencer tôt. Même dans l'éducation nationale, on retrouve les effets pervers de cette idéologie délétère du fast-track. Les professeurs y sont divisés en deux catégories. S'ils ont échoué à l'agrégation et n'ont obtenu que le CAPES, ils enseignent 18 heures par semaine. S'ils ont réussi l'agrégation, ils enseignent 14 heures par semaine, tout en étant mieux payés. Et cet écart ne fera que s'accroître tout au long de leur carrière. C'est peu de dire que nous sommes loin du fast-fail. Ceux qui ont raté l'agrégation à 22 ans vont le payer jusqu'à la fin de leur jour en travaillant plus pour une rémunération moindre. Ce système est absurde et nie la valeur même de l'expérience. Logiquement, c'est dans cette même France que les élèves sont sommés de savoir ce qu'ils veulent faire comme études dès la classe de seconde, et angoissés à l'idée que le choix de leur section de première leur fermera des portes. Ils n'ont même pas 16 ans et on les met déjà en garde contre une erreur d'aiguillage. Il vaudrait mieux les rassurer et leur dire qu'on trouve parfois sa voie plus vite en commençant par se tromper, qu'il est des échecs qui font avancer plus rapidement que des succès. Il vaudrait mieux leur parler de ce jour où Nadal a gagné en perdant contre Gasquet, ou leur raconter la manière dont les professeurs sélectionnent les candidats à la faculté de médecine de Boston. Comme les élèves aspirants à faire médecine sont trop nombreux, et trop nombreux à présenter en apparence toutes les qualités requises, les professeurs privilégient les candidats ayant déjà connu des échecs. Parmi les étudiants les plus recherchés, ceux qui ont entrepris d'autres études avant de prendre conscience de leur méprise et de se décider à faire médecine. Les professeurs considèrent en effet que ces erreurs d'orientation permettent de grandir plus vite, de se rapprocher de sa vocation, bref, de mieux se connaître. Plus simplement, ils réduisent aussi le risque de recruter des élèves qui vont se rendre compte au bout de quelques mois qu'ils ne veulent plus devenir médecins. Ils ont déjà changé de voie une fois, il est moins probable qu'ils en changent une seconde. Les lycéens et les étudiants ne sont pas les seuls à souffrir de cette idéologie hexagonale du fast-track. Faire faillite, pour un entrepreneur français, est un handicap difficile à surmonter. La plupart du temps, il sera stigmatisé et aura un mal fou à financer un nouveau projet. Aux États-Unis, dans la culture du fail fast, son échec, s'il sait en parler, sera vu comme une expérience, une preuve de maturité, l'assurance qu'il y a au moins un type d'erreur qu'il ne refera pas. Il pourra même se voir accorder un crédit plus facilement que s'il n'avait pas échoué. En France, c'est le contraire. Jusqu'en 2013, existait un fichier à la Banque de France, le fichier 040, répertoriant les entrepreneurs ayant connu une liquidation judiciaire. Y être inscrit, c'était être marqué au fer rouge, avoir la certitude de ne trouver aucun financement pour un nouveau projet. Une loi y a heureusement mis fin, mais les réticences des banquiers ou des investisseurs demeurent. Avoir échoué, en France, c'est être coupable. Aux États-Unis, c'est être audacieux. Avoir échoué jeune, en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails. Aux États-Unis, c'est avoir commencé jeune à chercher sa propre voie. Finalement, ce que révèle ce problème français, c'est que nous accordons trop d'importance à la raison, à ces diplômes qui viennent sanctionner le triomphe de la raison, et pas assez à l'expérience. Enfants de Platon et de Descartes, nous sommes trop rationalistes et pas assez empiristes. Ce n'est pas un hasard si la plupart des philosophes empiristes sont anglo-saxons. John Locke, David Hume, Ralph Waldo Emerson. Tout ce que nous savons, disait en substance David Hume, nous le savons d'expérience.
La vie est une expérience. Plus on fait d'expériences, mieux c'est, reprendra l'Américain Emerson quelques siècles plus tard. Or, l'expérience de l'échec est l'expérience de la vie même. Dans l'ivresse du succès, nous avons souvent l'impression de flotter. Nous l'affirmons volontiers, nous ne réalisons pas. Dans l'échec, au contraire, nous nous heurtons à une réalité que nous ne connaissions pas et qui nous heurte. Ce qui nous surprend, nous saisit, et que la théorie ne peut circonscrire. N'est-ce pas là une définition de la vie ? Plus vite nous échouons, plus tôt nous la questionnons. C'est la condition de la réussite. Chapitre numéro 2. L'erreur comme seul moyen de comprendre. Gaston Bachelard dit « La vérité n'est jamais qu'une erreur rectifiée ». Le philosophe et poète Bachelard définit ainsi le savant, celui qui sait reconnaître son erreur initiale et trouver la force de la rectifier. Selon lui, les grands scientifiques sont comme nous. Ils commencent par se tromper, par se faire des idées fausses sur les choses. Ainsi, ils ont pu croire qu'une éponge éponge, ou qu'un morceau de bois flotte. Mais ce qui en fait des scientifiques, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à ces premières croyances. Ils ont mis au point des expériences pour tester leur validité et ont ensuite eu ce courage très particulier de rectifier leur erreur initiale au contact du réel, des lois de la nature. Ils ont ainsi compris que l'éponge n'éponge rien du tout. Ce sont les gouttes d'eau alentour qui s'immiscent dans toutes ces cavités. De même, le morceau de bois n'est pas acteur de sa flottaison. Elle n'est que le résultat du rapport entre sa masse et le volume d'eau déplacé, défini par la poussée d'Archimède. D'où cette conclusion radicale de Bachelard, la vérité n'est jamais qu'une erreur rectifiée. Dans son ouvrage « La formation de l'esprit scientifique », il relie toute l'histoire de la science et montre qu'il n'est aucun savant qui ne parvienne à une vérité sans être d'abord passé par la case « erreur ». Comme dans les coups gagnants au billard français, le chemin vers la vérité ne peut être direct. Nos intuitions premières sont trop naïves pour nous dévoyer les lois de la nature. Elles montrent comment marche notre esprit, non comment fonctionne le monde. Il nous faut donc constater l'échec de ces intuitions premières pour nous rapprocher de la vérité. Il faut, écrit-il, savoir désorganiser le complexe impur des intuitions premières, ce qui demande effort et courage. Mais cette erreur rectifiée est comme un tremplin, elle joue un rôle d'impulsion dans la dynamique qui conduit au savoir. L'erreur ne permet plus simplement d'apprendre plus vite. L'erreur rectifiée devient, pour le savant, le seul moyen d'apprendre, le seul chemin pour découvrir la vérité. Un savant qui ne rencontre pas de problème, qui ne se heurte pas à l'échec de sa première intuition, ne trouvera jamais rien. Thomas Edison, le fondateur de General Electric, a déposé dans sa vie plus de 1000 brevets. Il a inventé aussi bien le phonographe que l'appareil qui rendra possible le cinéma. Mais avant tout cela, durant l'année 1878, il a passé des nuits entières dans son atelier du New Jersey à essayer d'inventer l'ampoule électrique. Obsédé par sa quête, dormant 4 heures par nuit, il essaya des milliers de fois de porter à incandescence, dans une ampoule remplie de gaz, un filament de tungstène. Pourquoi n'a-t-il pas désespéré ? À quoi s'est-il accroché pour continuer à essayer ? On répond souvent à ces interrogations en mettant en avant la force exceptionnelle de sa volonté, comme si la clé de son succès résidait simplement dans l'acharnement. C'est oublier l'essentiel. Thomas Edison était fasciné par tout ce que ses échecs lui apprenaient des lois de la nature. Il savait qu'il fallait échouer pour réussir ensuite, que jamais aucun savant n'avait aperçu une vérité au premier coup d'œil. Finalement, Thomas Edison réussit à faire fonctionner la première ampoule électrique. Le secret de son inventivité sidérante réside dans son rapport au réel. Jamais il ne le conçut comme une simple pâte à modeler, comme une occasion d'exprimer sa puissance. Il le voyait au contraire comme une matière à questionner, une énigme à interroger, une source inépuisable d'émerveillement. Son attitude nous montre comment nous pouvons changer de regard sur l'échec. Même quand le filament de tungstène reste de marbre, Thomas Edison n'échoue pas. Il réussit à essayer. Il persévère dans sa curiosité. Il sait que la seule manière de s'approcher de la vérité est d'échouer d'abord à la comprendre. Une très grande série de succès ne prouve aucune vérité quand l'échec d'une seule vérification expérimentale prouve que c'est faux, a dit Albert Einstein de manière lumineuse. Qu'une théorie soit vérifiée par une expérience ne prouve pas qu'elle est vraie. L'expérience qui l'invalidera n'a peut-être pas encore été réalisée. Qu'une théorie soit invalidée par une expérience prouve en revanche qu'elle est fausse. Une expérience qui invalide une théorie permet donc de progresser de façon plus décisive dans la connaissance qu'une expérience qui réussit. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par l'échec, dit un proverbe japonais. La persévérance des savants ne s'explique autrement. Même lorsqu'ils échouent à valider leurs hypothèses, ils ne perdent pas de temps, ils progressent. Ils supportent les échecs parce qu'ils leur soufflent quelque chose sur la nature des choses. La vertu de l'erreur est enseignée dans tous les laboratoires de recherche, en médecine, en neurosciences, en biologie, en physique, en astrophysique. Dès que la recherche est poussée, les erreurs y sont analysées, considérées comme normales ou comme ce miel avec lequel on fait les vérités.
Voilà qui contraste avec la place que lui réserve l'école française. S'il y a évidemment des instituteurs ou des enseignants convaincus que c'est en se trompant qu'on apprend, l'éducation nationale semble l'ignorer. Comment, après avoir découvert la thèse si convaincante de Bachelard, comprendre le discrédit qui s'abat sur les jeunes élèves lorsqu'ils échouent à comprendre ou simplement à appliquer les méthodes enseignées? Les élèves qui ratent leurs exercices sont souvent montrés du doigt. Leurs mauvais résultats sont interprétés comme une absence de travail, de volonté ou, pire, d'intelligence. Ils pourraient tout aussi bien être vus comme des étapes vers la compréhension. Il est quand même surprenant que le fait de se tromper soit perçu comme humiliant par la plupart des élèves français de CM1 ou de CM2, mais que les chercheurs du monde entier y voient un acte normal, formateur, nécessaire. Parmi les nombreux enseignements des études PISA, études menées par l'OCDE visant à la mesure des performances éducatives des pays membres, il apparaît que la peur de se tromper est chez les jeunes Français excessivement élevée. En témoigne leur comportement face au QCM. Alors même qu'ils maîtrisent les connaissances mieux que la moyenne des candidats, ils préfèrent ne rien répondre que de risquer de mal répondre. C'est bien que l'erreur est trop peu valorisée dans la formation qu'ils reçoivent, voire qu'elle est considérée comme un drame, une infamie. Il faudrait leur rappeler combien les génies, les savants mais aussi les artistes se sont trompés. Leur faire découvrir tout ce qu'ils ont compris en se penchant sur leurs erreurs, tout ce qu'ils n'auraient jamais compris s'ils ne s'étaient pas trompés. Leur montrer tous ces carnets de peintres remplis d'esquisses retouchées, biffées, raturées, ces partitions de compositeurs surchargées de corrections, parfois rayées de rage. Lorsque nous regardons les manuscrits de Marcel Proust, notamment de son roman À l'ombre des jeunes filles en fleurs conservé à la Bibliothèque nationale de France, nous sommes frappés par la quantité de ratures et de retouches, de phrases modifiées ou déplacées. La seule manière de parvenir à certaines phrases semble être de commencer par échouer à les trouver. Les plus beaux passages n'ont pas été produits d'un premier jet. Il a fallu rater et rater encore, rater de mieux en mieux pour y arriver enfin. C'est probablement ce que veut dire Samuel Beckett lorsqu'il écrit « rater, rater mieux ». C'était sa définition du métier de l'artiste, c'est également le secret d'une vie accomplie. Le tennisman Stanislas Wawrinka, vainqueur de Roland-Garros en 2015 mais aussi de l'Open d'Australie et de la Coupe Davis en 2014, semble l'avoir compris. Il s'est fait tatouer sur l'avant-bras gauche la citation de Samuel Beckett issue de Cap au pire dans sa version intégrale. Déjà essayé, déjà échoué, peu importe, essaye encore, échoue mieux. Interrogé sur les raisons de son choix, il a répondu que cette citation de Samuel Beckett l'avait toujours porté, qu'il n'y avait, selon lui, pas de meilleur message d'espoir. Tous ces ratés dans le processus de création artistique ressemblent aux erreurs des scientifiques. Ils peuvent être désagréables, mais sont acceptés comme des étapes nécessaires, comme autant de marches vers l'œuvre finale. Sans culture de l'erreur, ces ratés seraient plus douloureux. Artistes et scientifiques seraient paralysés par le sentiment de l'échec, comme nous le sommes parfois. Au lieu de cela, et même s'il leur arrive de souffrir, ils se remettent au travail sans attendre, passionnés par chaque nouveau petit pas, les yeux grands ouverts et le cœur en joie. Au fond, ce qui transforme une erreur normale en échec douloureux, c'est le fait de mal la vivre, le sentiment de l'échec. La culture de l'erreur protège du sentiment d'échec. Chaque élève effrayé par les sciences devrait apprendre que le savant est d'abord quelqu'un qui sait se tromper, que le progrès scientifique n'est rien d'autre, comme l'explique Bachelard, qu'une succession de rectifications. Chaque élève paralysé devant un sujet de dissertation de français devrait jeter un œil au manuscrit raturé de Marcel Proust. Quant au professeur, au lieu d'accabler les élèves rendant des mauvaises copies avec des appréciations comme devoir confus ou insuffisant, pourquoi ne pas opter pour des formules plus ouvertes, comme faites comme Proust, reprenez votre texte? L'erreur est humaine, dit le proverbe. Le sens que nous lui attribuons habituellement est que l'erreur n'est pas grave, qu'elle est pardonnable. Mais il comporte peut-être un autre sens plus profond qu'éclaire la thèse de Bachelard. L'erreur est la manière humaine, proprement humaine, d'apprendre. Ni les animaux, ni les machines, ni, s'ils existent, les dieux, n'apprennent ainsi. L'origine de ce proverbe est indécise. On le trouve aussi bien chez des auteurs stoïciens, comme Sénèque ou Cicéron, que chez des auteurs chrétiens, comme saint Augustin. Et on oublie trop souvent de le citer in extenso. L'erreur est humaine, la reproduire est diabolique. Si en effet l'homme ne peut apprendre que par l'erreur, la reproduire, c'est s'enfermer dans l'ignorance, se condamner à ne jamais rien comprendre. Un chef d'entreprise m'a dit un jour, quand un de mes collaborateurs se plante une fois, je lui dis bravo, mais s'il se plante une deuxième fois de la même façon, je lui dis que c'est un con. Au début, je n'ai pas aimé cette phrase. Je l'ai trouvée arrogante, presque méprisante.
Mais c'était oublier les leçons des grands artistes et savants. Aujourd'hui, elles me semblent drôlement sages. Chapitre numéro 3. La crise comme fenêtre qui s'ouvre. Friedrich Hölderlin dit « Dans le péril, croit aussi ce qui sauve ». La crise comme kairos. Trop souvent, nous voyons l'échec comme une porte qui se ferme. Et si c'était aussi une fenêtre qui s'ouvre? C'est en tout cas le sens étymologique du mot crise, qui vient du verbe grec krinein, signifiant séparer. Dans la crise, deux éléments se séparent, créant une ouverture, un espace dans lequel il va devenir possible de lire quelque chose. Au sens propre, une faille, une ouverture qui donne à voir. Les Grecs utilisaient le terme kairos pour désigner ce moment où le réel se révèle à nous de manière inédite, kairos pouvant se traduire par occasion favorable ou par moment opportun. Affirmer que la crise est un kairos, c'est la voir comme une occasion de comprendre ce qui était caché, de lire ce qui était recouvert. Nous expérimentons cette vertu de la crise dans tous les domaines, en sciences du vivant comme en sciences économiques, sur le plan intime comme sur le plan politique. L'histoire du progrès de la médecine est ainsi pour l'essentiel une histoire des maladies. C'est en étudiant le corps dans ses crises, le corps lorsqu'il dysfonctionne, que les médecins ont progressé dans leur savoir, chaque maladie nouvelle ouvrant une fenêtre pour comprendre notre métabolisme. C'est en se penchant sur le corps humain lorsqu'il ne marchait pas que nous avons mieux compris comment il marche. Par exemple, ce sont les cas de diabète qui ont conduit les médecins à s'interroger sur la manière dont le sucre est produit dans notre corps et dont son taux est régulé dans le sang. Sans les diabétiques, les médecins auraient découvert plus tard le rôle de l'hormone de l'insuline dans cette régulation. De même pour les outils que nous utilisons, le mode échec est souvent le point de départ d'une réflexion, d'une compréhension. Il ouvre des questions que nous ne nous serions pas posées. Qui ne s'est jamais retrouvé en panne, en race campagne, à ouvrir le capot de sa voiture se demandant pour la première fois comment marche un moteur? Ici encore, c'est quand cela ne marche pas que nous nous demandons comment cela marche. Reconnaissons que nous ne posons pas cette question lorsque nous roulons à grande vitesse et que la route défile sous le soleil. Tout à notre ivresse, nous nous laissons porter. La sagesse de l'échec commence par la première panne. Le capot s'ouvre comme une fenêtre sur le fonctionnement du moteur. De la même façon, chaque crash d'avion est suivi d'une enquête indépendante, menée par le BEA, Bureau Enquête-Analyse, pour tous les accidents civils concernant la France, dont les conclusions sont diffusées à l'ensemble des acteurs du trafic aérien, chacun de ces drames apportant des connaissances utiles pour la sécurité des vols. Après l'accident du Paris-Rio en 2009, le plus meurtrier de toute l'histoire d'Air France, l'analyse des boîtes noires a montré que la défaillance des sondes Pitot, fabriquées par Thales, avait été une cause déterminante. L'obstruction de ces sondes par des cristaux de glace a en effet provoqué une perturbation des indications de vitesse qui ont empêché les pilotes de réagir de manière appropriée lorsque l'avion a décroché. Air France, comme les autres compagnies, ont alors changé ces sondes sur tous leurs avions. Cet accident fut le kairos d'une amélioration générale de la sécurité pour tous les passagers. L'histoire est pleine de ces crises qui furent autant de fenêtres pour l'avenir, de moments tragiques qui furent autant de kairos. Le débarquement réussi des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, est enseigné dans tous les manuels d'histoire, souvent sans préciser ce qu'il doit à l'échec de l'opération Jubilee de 1942. À l'aube du 19 août 1942, une force alliée composée de Canadiens et de Britanniques tente de débarquer à Dieppe. C'est un fiasco. Sur les 6 000 hommes envoyés, 4 000 périssent ou sont faits prisonniers. L'erreur des Alliés avait été de vouloir débarquer sans bombardement aérien ou maritime préalable, de s'attaquer frontalement à un port bien défendu. C'est au cœur de cette crise qu'ils comprirent que, pour réussir, le débarquement allié sur les côtes françaises devrait être masqué, voire devancé par une manœuvre de diversion. Nos crises existentielles nous livrent le même enseignement. Une crise de couple est souvent l'occasion de mieux comprendre ce à quoi l'un et l'autre aspirent, sur quelle base ils peuvent ou pas être heureux ensemble. Et qu'est-ce qu'une dépression, sinon une invitation, particulièrement douloureuse, à ouvrir une fenêtre sur ce que nous ne voulons pas voir? C'est même probablement la fonction de la dépression. Nous forcer à nous arrêter pour nous interroger sur nous-mêmes, sur l'écart entre notre existence et ce que nous en attendons, sur nos dénis, nos désirs inconscients. Combien d'entre nous ne se sont jamais interrogés sur leur inconscient avant de connaître cet effondrement psychique? Il semble qu'il faille ici aussi que cela ne marche pas pour que nous daignions nous demander comment ça marche.
Les symptômes de la dépression indiquent qu'il y a, sous le capot de la conscience, quelque chose à éclaircir, à déchiffrer ou à entendre. Ce peut être alors le début d'une aventure salutaire, le commencement d'une psychanalyse qui nous rendra plus conscients de nous-mêmes, plus lucides sur notre complexité, en un mot, plus sages. La dépression aura été le kairos, le moment d'ouvrir la fenêtre sur l'énigme de notre intériorité. Si les multiples crises qui émaillent l'histoire du capitalisme semblent elles aussi des fenêtres qui s'ouvrent sur la réalité du capitalisme, le simple fait de leur répétition semble indiquer qu'il n'est pas si facile d'analyser ce qu'elles révèlent. Prenons l'exemple de la crise des subprimes de 2008. Propagation rapide et mondiale, contagion de la crise financière à l'économie réelle, explosion d'une bulle spéculative qui aurait pu être anticipée. Malgré des différences, elles ressemblent par trop d'aspects au krach boursier de 1929 pour qu'on puisse concevoir un progrès de la science économique. Les économistes aimeraient être comme les ingénieurs aéronautiques, capables d'augmenter la stabilité et la fiabilité de leur système après chaque accident. Mais dans leur domaine, les progrès sont plus discutables. C'est l'occasion de rappeler combien nous devons être vigilants, aux aguets, saisir vraiment les crises comme des occasions de découvrir. Ce n'est pas parce que la fenêtre s'ouvre que nous sommes assurés de comprendre ce qu'elle nous montre. Qu'elles aient lieu dans le corps ou le psychisme, sur la scène de l'histoire ou dans la vie intime, les crises déchirent le réel, soudain s'offre à notre regard ce qui était caché. C'est ce que résume ce vers du poète allemand Hölderlin, « Dans le péril croit aussi ce qui sauve ». Encore faut-il pour reconnaître le surgissement de ce qui sauve, savoir garder les yeux ouverts. Notre crise collective. Méditer ce vers de Hölderlin peut être utile en ce temps de crise politique, sociale, économique et surtout d'identité que traverse notre pays. Notre système de représentation ne fonctionne plus. Nous ne parvenons plus à nous représenter ce qu'est la France et a fortiori l'Europe. Nous n'avons plus confiance en nos représentants. Chaque président de la République bat le record d'impopularité de son prédécesseur et les partis classiques sont désertés par les militants. Bien souvent, il faut que nous soyons à l'étranger pour retrouver le sentiment d'être français. Même lorsque nous sommes victimes d'une attaque terroriste, nous ne sommes capables d'une véritable unité nationale que quelques jours. La crise des migrants donne un aperçu de notre crise identitaire. Nous ne savons ni les accueillir ni les rejeter. Nous continuons de nous dire le pays des droits de l'homme, mais accueillons quelques dizaines de milliers de réfugiés quand l'Allemagne en accueille 1 million. Pas question toutefois de leur fermer complètement nos portes, comme a voulu le faire l'Autriche. Nous invoquons encore les droits de l'homme, mais nous comportons dans les faits à peu près comme l'Autriche. Cette schizophrénie montre que nous ne savons plus qui nous sommes. Nous avons perdu le sens de notre destin commun, la manière de nous dire et de nous raconter. Au fond, nous ne savons plus ce que signifie être français. Avant eux, l'idée d'Europe occidentale n'avait guère de sens, sinon, précise-t-il, le sens commun de Maghreb, qui est pour les géographes arabes le côté du couchant et des mauvais augures. Maghreb, de l'arabe al-Maghrib, pays du soleil couchant, l'Occident, s'opposait alors à Mashrek, le Levant. Il y a toujours un pléonasme un peu comique, ajoute l'historien, à parler du déclin de l'Occident puisque son nom ne recouvre rien d'autre que les pays de la nuit qui vient. Mais pour Patrick Boucheron, la vérité et la beauté de l'Occident se jouent précisément dans cette lumière du déclin, dans une manière d'être inquiet qui nous grandit, dans cette façon de douter de nous-mêmes qui indique un degré élevé de civilisation. Qui est ce nous ? Se demande Patrick Boucheron. S'il est aujourd'hui meurtri par la déplorable régression identitaire qui poisse notre contemporanéité, c'est parce qu'on l'éloigne ainsi de ce qui constitue le legs le plus précieux de son histoire, quelque chose comme le mal d'Europe, soit le sentiment vif d'une inquiétude d'être au monde qui fait le ressort puissant de sa grandeur et de son insatisfaction. Ainsi, le propre de l'Occident est, selon le professeur, d'avoir toujours su conjuguer son éclat avec une forme d'inquiétude et faire de son insatisfaction un moteur, une force de proposition humaniste. Il déplore que notre inquiétude nous conduise aujourd'hui à la tentation de la fermeture, à la déplorable régression identitaire. Nous vivons bien une défaite. Le soleil se couche en effet sur ce que nous fûmes. Nous ne sommes plus cette terre où il fait bon vivre ensemble, ce pays capable d'intégrer les différences dans l'aventure d'une seule république. Notre voix jadis écoutée dans le monde entier ne porte plus. Excepté dans les champs restreints de la mode et du luxe ou de la gastronomie, nous ne sommes plus un modèle pour les autres peuples. Mais cette défaite peut nous élever si nous nous souvenons combien nous sommes capables, nous les Occidentaux, de révéler notre grandeur dans la lumière du couchant.
Aristote nous avait prévenu, il n'est pas facile de saisir le kairos. Dans la mythologie grecque, Kairos est un dieu chauve, affublé d'une minuscule queue de cheval. La main qui veut l'attraper glisse sur son crâne lisse, à moins de réussir à saisir ses quelques cheveux. Pour cela, il faut du coup d'ail et de la vivacité. Il faut aimer la difficulté. C'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. S'accrocher à un passé fictif pour défendre une identité française figée et fermée sur elle-même, flatter les peurs pour refuser les changements du temps, c'est céder à la facilité. L'histoire le confirme. Il est plus aisé, plus dangereux aussi, de jouer sur les peurs que d'éveiller le courage. Comprendre qu'il puisse y avoir en même temps fin et début, défaite et promesse, tristesse et joie, n'est pas chose facile. Le propre d'une authentique politique est, pour Hannah Arendt, d'ouvrir un temps nouveau. Autrement, elle se confond avec une simple gestion des affaires courantes. Selon l'auteur de La crise de la culture, la vertu politique par essence est la vertu du commencement. Affrontons donc notre crise collective en osant demander « Qu'est-ce qui commence ?» Plus précisément, qu'est-ce qui commence d'intéressant ? Céder à la crispation réactionnaire, c'est fuir cette belle question proprement politique dans l'obsession d'une autre question. Qu'est-ce qui est perdu ? Cette dernière est peut-être à l'origine légitime. Elle cesse de l'être lorsqu'elle devient la seule question. La laisser effacer toutes les autres, c'est méconnaître en même temps la vertu de la crise et la beauté de la politique. Chapitre numéro 4. L'échec pour affirmer son caractère. Charles de Gaulle a dit « La difficulté attire l'homme de caractère, car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Monique Cerf a quitté Paris en 1950 pour tenter de concrétiser à Bruxelles son rêve de pianiste chantante. Sans ressources ni connaissances, elle peine à trouver des cabarets acceptant de lui donner sa chance. Lorsqu'elle y parvient enfin, elle tente d'interpréter des chansons d'Édith Piaf ou de Juliette Gréco, mais doit s'interrompre. Les sifflets du public sont trop forts. Quelque chose dans sa manière d'être sur scène ne passe pas. Une sorte d'austérité, une rigidité qui n'est pas en phase avec son temps. Elle retourne à Paris, à la fin de l'année 1951, pour une nouvelle série d'auditions. Après son essai à La Fontaine des 4 saisons, un cabaret où se produisent Boris Vian ou Marcel Mouloudji, on lui propose enfin une place. En cuisine. Un job de plongeuse pour 1 an. Elle l'accepte. Elle ne s'appelle pas encore Barbara. Ses échecs ne la détournent pas de sa vocation. Bien au contraire, c'est à leur contact qu'elle en mesure la force et affirme son tempérament. Au fond, nos échecs sont autant de tests pour notre désir. Nous pouvons en profiter pour nous interroger sur nos aspirations, comprendre par exemple que nous avons échoué parce que nous ne tenions pas vraiment à ce que nous poursuivions, ou au contraire, comme dans le cas de Barbara, éprouver au cœur même de l'échec la force persistante de notre désir, mesurer combien telle aspiration est la grande affaire de notre vie. Barbara rencontrera le succès une dizaine d'années après avoir accepté ce poste de plongeuse. Elle composera et interprétera certains des titres les plus bouleversants du répertoire français. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, L'Aigle Noir, le sublime Dis quand reviendras-tu ou encore le déchirant Nantes. En l'écoutant, en la voyant sur scène, en prêtant attention au sens de ses paroles, on devine que la force de caractère de Barbara s'est forgée dans l'adversité. Lorsqu'elle chante « Si tu ne comprends pas, qu'il te faut revenir », je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs, je reprendrai ma route, le monde m'émerveille, j'irai me réchauffer à un autre soleil. Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. On sent une force de vie qui s'est affermie le long d'un chemin ardu. Dans Nantes, Barbara raconte son arrivée dans cette ville où son père, qu'elle a perdu de vue et qui a abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, est en train de mourir. Ce vagabond, ce disparu, voilà qu'il m'était revenu. Mais elle arrive trop tard. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle a commencé à composer cette chanson d'une beauté à couper le souffle, d'une infinie dignité, le lendemain de l'enterrement de son père. Elle y évoque cet homme qui, comme elle le raconte dans L'Aigle Noir, lui a volé son enfance mais qui voulait quand même, avant de mourir, se réchauffer à son sourire. Il mourra sans un adieu, sans un je t'aime. Celui ou celle dont l'enfance fut un long fleuve tranquille ne peut composer une telle chanson. C'est au contact des épreuves que ces textes sont nés. Nantes sera un de ses plus grands succès. Faire l'expérience de l'échec, c'est éprouver son désir et se rendre compte qu'il est parfois plus fort que l'adversité. Le parcours du général de Gaulle, du début de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde, est jalonné d'échecs bien plus encore que celui de Barbara.
Le grand Charles a traversé l'entre-deux-guerres, le sentiment du fiasco chevillé au corps. La guerre de 14-18 lui a laminé l'âme, ainsi qu'il l'écrira dans ses mémoires, mais son sentiment d'échec vient surtout de sa longue captivité. De mars 1916 à la fin de la guerre, elle l'a privé de combat à l'heure où sa patrie était menacée. Il me semble qu'au long de ma vie, qu'elles doivent être courtes ou prolongées, ce regret ne me quittera plus, écrit-il à sa mère le 1er novembre 1918. Il tenta bien de s'évader, mais échoua à 5 reprises. Après la guerre, il s'engagea en Pologne, dans l'armée du Rhin ou au Proche-Orient, mais c'était parce qu'il fallait bien faire quelque chose, avec toujours cette impression d'une vie en dessous de ses attentes. Lorsqu'en 1934, il publie Vers l'armée de métier, il n'est qu'un obscur lieutenant-colonel. Il attend de cette publication qu'elle lui apporte enfin la reconnaissance. Il veut servir la France en tant qu'écrivain et stratège, puisqu'il ne lui a pas été donné de la servir en homme d'action. Mais le livre ne rencontre qu'un faible écho. Même son appel du 18 juin 1940, lancé de la BBC de Londres alors que la France de Pétain a capitulé et s'apprête à signer l'armistice, passera d'abord inaperçu. C'est l'histoire qui, rétroactivement, en fera l'acte de naissance de la résistance. Son parcours fait songer à celui d'un autre président, mais américain. Ce dernier a commencé par faire faillite à 31 ans. Il fut ensuite battu aux élections législatives à 32 ans, fit faillite une nouvelle fois à 34 ans, dut faire le deuil de celle qu'il aimait, emportée par la maladie, alors qu'il n'avait que 35 ans, fit une dépression à 36 ans, fut battu aux élections locales à 38 ans, battu aux élections du Congrès à 43 ans, puis à 46 et 48 ans, battu ensuite aux élections du Sénat à 53 ans et 58 ans. À 60 ans, finalement, Abraham Lincoln devint président des États-Unis. C'est à lui que nous devons l'abolition de l'esclavage. Il dut déployer une énergie immense pour remporter ce combat conduisant à la loi d'abolition, tant les résistances furent nombreuses. On peut se demander, comme dans le cas du général de Gaulle, si ce n'est pas la somme de ses échecs qu'il a le mieux préparé à cet ultime et victorieux combat par lequel il est entré dans l'histoire. On connaît le bon mot de Sacha Guitry « Je suis contre les femmes, tout contre ». Paraphrasant Sacha Guitry, nous pourrions dire que c'est contre les échecs, tout contre qu'un caractère s'affirme. C'est contre la difficulté, tout contre elle que la vie se déploie. Reste à comprendre plus précisément par quel mécanisme. La philosophie vitaliste de Bergson donne un éclairage. Il montre que la vie est comme une énergie spirituelle plus précisément, courant à travers le vivant, végétal, animal et humain, en se complexifiant à mesure qu'elle progresse. Cette vie rencontre des obstacles et doit trouver en elle des ressources de créativité pour continuer à croître, la créativité étant selon Bergson la vérité profonde de tout vivant. Le lierre continue ainsi de grimper sur la pierre malgré les obstacles qui lui barrent la route. Par analogie, nous pouvons interpréter la force de vie dont ont fait preuve Barbara, Charles de Gaulle ou Abraham Lincoln comme l'expression d'un élan vital qui est plus fort que tout, traverse les vies végétales et animales pour se condenser de manière exceptionnelle dans la créativité des grands hommes. Cette lecture vitaliste est séduisante. Si la vie est cette poussée, cet élan, alors nous pouvons en effet l'éprouver, d'autant plus qu'elle est contrariée. Mais elle ne rend pas compte d'un phénomène plus particulier et commun aux 3 destins précités. Nous avons souvent l'impression que Barbara, Charles de Gaulle ou Abraham Lincoln ont eu besoin de leurs échecs pour prendre la pleine mesure de leur force de vie. Ce n'est donc pas simplement que leur élan vital a été plus fort que l'adversité, c'est qu'il s'en est nourri. La philosophie dialectique de Hegel peut nous aider à le comprendre. Dans toute son œuvre, Hegel nous montre des forces à l'œuvre qui ont besoin de ce qui s'oppose à elles, de ce qui les nie. C'est ce que Hegel nomme négation, pour se révéler à elle-même comme force. Autrement dit, un esprit a besoin de son contraire pour savoir qui il est. La dialectique désigne donc l'inséparabilité des contraires et le dépassement final de leur opposition. D'après Hegel, on observe un tel processus à tous les niveaux de l'existence. C'est lorsque je confronte ma conviction à une conviction contraire que j'en prends pleinement conscience. Il faut qu'une conviction autre vienne nier ma mienne pour que je trouve enfin tous les arguments pour la défendre. C'est d'ailleurs le principe d'une bonne dissertation de philosophie. Il faut qu'une antithèse vienne s'opposer à une thèse pour que cette dernière puisse enfin montrer toute sa puissance. Le 3e temps n'est donc pas une simple synthèse, mais un dépassement. La thèse triomphe, absorbe en son sein les arguments de l'antithèse. De même, c'est face au mal que le bien prend tout son sens. Il faut que le mal existe et vienne menacer le bien pour que le bien s'érige comme tel et se manifeste dans toute sa beauté.
Hegel va jusqu'à interpréter la création du monde par Dieu selon cette vision dialectique. Dieu est pur esprit. Il a donc besoin de ce qui est le plus différent de lui, la matière, pour prendre conscience de lui en tant qu'esprit. Il va donc créer cet autre qu'est le monde, la nature, pour s'y confronter et se saisir enfin comme esprit. Le Dieu de Hegel est un Dieu inquiet, qui veut savoir qui il est. Il devra faire lui aussi l'épreuve de la négativité. À la lumière de cette dialectique hegelienne, nous comprenons mieux comment la force de vie d'une Barbara ou d'un Charles de Gaulle a pu avoir besoin du négatif, de l'échec ou de l'adversité pour se révéler vraiment. La force de vie devient alors inséparable de l'adversité et leur opposition se trouve dépassée, dialectisée, dans le mouvement même de la vie. L'échec est le contraire de la réussite, mais c'est un contraire dont la réussite a besoin. Si Hegel a raison, si la dialectique désigne en effet la vérité de tout processus, alors cette opposition dynamique peut devenir le moteur même de notre progrès. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie, et c'est pourquoi j'ai réussi, confie le basketteur Michael Jordan avec des accents hegeliens. Il cumule le plus de titres NBA de toute l'histoire des États-Unis, mais lorsqu'il relate son parcours, il le voit jalonné d'échecs autant que de succès. Il sait que la réussite est toujours une succession d'échecs et de succès, jamais un simple enchaînement de succès. Il sait qu'il est devenu Michael Jordan lorsqu'il a manqué tous ses tirs de la victoire, qu'un caractère s'affirme dans l'adversité. L'absence d'échecs nous prive peut-être d'ailleurs de la possibilité d'affirmer notre caractère. Sans force de négation, dirait Hegel, la force d'affirmation ne peut donner toute sa mesure. L'auteur de la phénoménologie de l'esprit irait même plus loin. Sans force de négation, il ne peut y avoir de force d'affirmation. Chapitre numéro 5. L'échec comme leçon d'humilité. Steve Jobs dit « Le fait d'avoir été renvoyé d'Apple a été la meilleure chose qui me soit arrivée. » Le mot humilité vient du latin humilitas, dérivé de humus, qui signifie terre. Échouer, c'est souvent en effet redescendre sur terre, cesser de se prendre pour Dieu ou pour un être supérieur. Guérir de ce fantasme infantile de toute puissance qui nous conduit si souvent dans le mur. C'est reprendre pied, réapprendre à se voir comme on est, avec réalisme, ce qui peut être un solide atout dans la construction d'une existence réussie. Les entraîneurs savent bien qu'il n'y a rien de pire pour un champion que le pêche d'orgueil, l'impression d'être intouchable, de ne pas pouvoir perdre. C'est une évidence dans le sport de haut niveau, rien de tel qu'une bonne défaite pour rappeler l'athlète à sa vigilance, réinsuffler en lui cette pointe de doute sans laquelle le talent ne peut donner toute sa mesure. Il faut souvent que l'athlète cesse de se croire supérieur pour qu'il le devienne vraiment. Il observera alors chaque adversaire en le respectant, n'en sous-estimera aucun, ne cessera jamais de se demander comment gagner. Et c'est grâce à cette attitude qu'il enchaînera les victoires. La leçon d'humilité que nous offre l'échec est l'occasion de mesurer nos limites, tandis que le délire narcissique ou l'illusion de toute puissance nous éloigne de cette prise de conscience. Les artistes ou les écrivains en ont tous fait l'expérience. Lorsqu'ils échouent à accoucher de l'œuvre définitive dont ils rêvent, ils éprouvent qu'ils ne sont pas des démiurges, que leur art leur résiste, qu'ils ne peuvent pas tout. Ce retour à l'humilité, accompagné par un sentiment d'échec parfois douloureux, est souvent le point de départ d'une nouvelle aventure créative, peut-être plus modeste au début, plus progressive en tout cas, mais qui pourra déboucher sur une œuvre de qualité. Échouant à révolutionner leur art, ils se recentrent sur ce qu'ils savent faire, et c'est parfois une bonne méthode pour retrouver l'inspiration. En nous rendant plus humbles, l'échec nous engage sur un chemin plus sûr. Il faut parfois retrouver la terre pour réapprendre à viser le ciel. Avant d'être obligé de quitter Apple, Steve Jobs était devenu un être arrogant, ivre du succès fulgurant de la société informatique qu'il avait créée dans le garage de ses parents. Dès 1980, le chiffre d'affaires de la marque à la pomme, créée en 1976, atteint le milliard de dollars, et son introduction en bourse rapporte 240 millions de dollars à Steve Jobs, alors âgé de 25 ans. Cela lui fit pourtant perdre le contrôle de sa société, en même temps que le contact avec le réel. N'écoutant plus personne, ne doutant jamais de lui, ne comprenant pas tout ce que le lancement désastreux du premier Macintosh signifiait des goûts des Américains, refusant toute objection de la part de ses collaborateurs, n'hésitant pas à user d'un management de l'humiliation, fut d'abord écarté des décisions, puis contraint à la démission en 1985 par le nouveau président nommé par les actionnaires. Sa déconvenue fut immense, il venait d'être viré de sa propre entreprise. Mais cet échec lui offrit la leçon d'humilité dont il avait besoin. C'est alors qu'il retrouva le réel, et avec lui le sens des contraintes qui rendent créatif.
Je ne l'ai tout d'abord pas vu comme ça, mais je pense maintenant que le fait d'avoir été renvoyé d'Apple a été la meilleure chose qui puisse m'arriver, a déclaré Steve Jobs lors d'une émouvante conférence à l'université de Stanford en 2005. Cela m'a libéré et permis d'entrer dans une des périodes les plus créatives de ma vie. Ce fut un médicament affreux, mais je pense que le patient en avait besoin. Ce patron visionnaire le dit lui-même, son échec l'a libéré de son arrogance et de son orgueil, et par là même l'a rendu de nouveau créatif. Nous imaginons souvent les créateurs comme des êtres tout-puissants, des ogres ne connaissant aucune limite, mais cette image donne une vision déformée de la créativité. La créativité entretient une relation bien plus privilégiée avec l'humilité qu'avec l'orgueil, avec les limites qu'avec le sentiment de toute puissance. Les grands créateurs savent que le réel existe, c'est bien à lui qu'ils se confrontent, c'est lui qu'ils agencent et réagencent. Ils savent que tout n'est pas possible. Steve Jobs, réveillé par son échec, se recentra donc sur ce qu'il savait faire. Il fonda Next, une société à taille humaine fabriquant des logiciels et des ordinateurs haut de gamme. Le résultat de cette nouvelle aventure fut mitigé, dérisoire au regard du succès d'Apple. Mais il donna à Steve Jobs une occasion retrouvée de développer son talent propre, venu d'une jeunesse passée à bricoler avec son père adoptif des composants électroniques. Cet art de concevoir des logiciels novateurs, capables de séduire le grand public. Il racheta aussi à George Lucas, le créateur de Star Wars, le studio Pixar, qui produira plus tard, avec Disney, des dessins animés comme Toy Story ou Le Monde de Nemo. Pendant ce temps, Apple connut une succession de déboires, en raison notamment du succès des PC utilisant les logiciels Microsoft. Au bord du gouffre, en manque de logiciels innovants, Apple dut racheter Next et, plus de 12 ans après l'avoir renvoyé, réengage la Steve Jobs comme président. C'est donc bien l'humilité retrouvée de ce grand patron qui est à l'origine de son retour triomphal dans la société qu'il avait créée. C'est cette humilité qui l'a conduit à se recentrer sur ses compétences et à développer cette société de logiciels performants dont Apple aura finalement besoin. De nouveau à la tête d'Apple, Steve Jobs reprit, en les améliorant encore, les recettes qui avaient si bien fonctionné au début. Design épuré, usage facile, technologie pointue. Il se souvint aussi de cette évidence que son délire narcissique lui avait fait perdre de vue. Une entreprise n'est pas un jouet d'un démiurge, mais une aventure collective. Avec ses équipes ressoudées, il lança l'iMac, qui connut un succès immense et démoda d'un coup les vieux PC. Puis une vaste campagne publicitaire, Think Different, qui, comme par hasard, mettait en scène des figures historiques de l'humilité, comme Albert Einstein ou le Mahatma Gandhi. Viendront les iBooks, les iPods, les iPhones, les iPads, avec à chaque fois le succès au rendez-vous. Steve Jobs ne commettra plus l'erreur de penser qu'on peut avoir raison seul. Il comprendra qu'avoir raison trop tôt, en termes de marché, c'est avoir tort. Les savants, souvent, sont des personnes très humbles. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'ils échouent sans cesse, parce qu'ils passent leur vie à corriger des intuitions fausses, ils ne manquent pas d'occasion de guérir de l'arrogance ou du fantasme de toute puissance. Et c'est précisément, nous dit Bachelard, parce qu'ils savent accepter humblement la sanction du réel qu'ils progressent tant dans le savoir. Ils font preuve de ce mixte étonnant de courage et d'humilité qui devrait, selon le poète et philosophe français, constituer l'axe d'un humanisme moderne. Nous ne sommes ni Archimède ni Newton, mais nous pouvons nous en inspirer. L'échec nous rend humbles et cette humilité est souvent le début de la réussite. Ne vous inquiétez pas pour vos difficultés en mathématiques, affirmait Albert Einstein. Les miennes sont encore plus grandes. Derrière l'humour, le physicien nous dit combien l'humilité est un moteur pour le savoir. Celui qui mesure le plus finement les limites du savoir est également celui qui est en train de les faire reculer. Le judo offre une belle métaphore de la manière dont l'échec rend humble et par là même nourrit la possibilité du succès futur. Dans ce corps à corps, chaque adversaire peut envoyer l'autre au sol à chaque instant. C'est pourquoi les jeunes judokas commencent par apprendre à tomber, c'est-à-dire à bien tomber, sans se crisper, en roulant avec souplesse et fluidité, en accompagnant leur chute d'une sorte d'assentiment. Cette belle manière de chuter symbolise parfaitement l'humilité. L'adversaire lui a fait une prise qui marche et qui l'envoie au sol, sur cette terre qu'est le tatami. Le judoka l'accepte. Mieux, il s'en sert. Car chaque fois qu'il chute, il en apprend un peu plus sur son adversaire. Chuter, c'est découvrir l'efficacité de l'une de ses prises. Mais puisqu'elle a marché cette fois, le judoka sait qu'il devra désormais la parer. Lorsque le judoka se relève, c'est donc fort d'une connaissance nouvelle. L'humilité est inséparable d'un apprentissage. L'échec nous rend plus humbles,
L'humilité nous rend sages et c'est cette sagesse qui peut nous faire gagner. Peu importe finalement le nombre de fois que nous tombons, tant que nous nous relevons une fois de plus, tant que nous nous relevons plus sages. Difficile d'écrire cela sans songer au chemin de croix de Jésus. Plus Jésus chute, souffre, plus il se rapproche de Dieu. Ce chemin de croix est l'acte fondateur du christianisme. L'humilité va ici jusqu'à l'humiliation et conduit à la rédemption. Jésus tombe plus bas que terre et c'est pourquoi il monte au ciel. L'épreuve est telle qu'il en vient même à douter de son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ce doute est lui aussi une leçon d'humilité, comme s'il fallait qu'il s'éloigne de sa propre divinité pour rejoindre les hommes, prendre à son compte notre condition jusqu'au bout. Ces derniers mots seraient alors, sous forme de questions adressées à Dieu, l'ultime acte d'amour de Jésus pour les siens. Cette épreuve lui permet aussi de s'élever encore jusqu'à toucher la vérité pure de la foi. Il n'y a de foi que dans le doute, tout contre le doute. Croire, c'est douter. C'est supporter le doute jusqu'au fond de son cœur. Bienheureux les humbles en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux, peut-on lire dans l'Évangile selon saint Matthieu. Ce verset est souvent interprété, avec ironie, comme une apologie des simples d'esprit, comme une invitation à ne pas discuter les enseignements de la Bible, à croire sans réfléchir. Mais il y a une autre lecture, plus profonde. Les humbles en esprit peuvent être intelligents. Ils reconnaissent simplement les limites de cette intelligence au regard de la vérité révélée de la Bible. Nous ne sommes pas loin de la position d'Albert Einstein lorsqu'il déclarait à la fin de sa vie « Le plus grand mystère, c'est que nous puissions comprendre quelque chose ». Saint Paul aussi connut son propre chemin de croix et fut un exemple d'humilité. Parcourant le monde pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, il fut battu, humilié, emprisonné et écrivit pourtant « Je déborde de joie au milieu de mes pérégrinations ». Il lui faut, comme Jésus, toucher le fond pour toucher l'essentiel, se dépouiller du superflu pour reconnaître ce qui compte. Même si nous ne croyons pas en Dieu, nous pouvons croire en cette vertu de l'humilité et y voir l'un des enseignements majeurs du christianisme, cette religion dont le Dieu s'est incarné dans un nourrisson, un petit être démuni, infiniment fragile, chu dans une mangeoire, trouvé au fond d'une étable. Une invitation exemplaire à l'humilité. Chapitre numéro 6. L'échec comme expérience du réel. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer et la sagesse de savoir distinguer les deux. Par cette prière, Marc Aurèle résume la sagesse stoïcienne. À l'instar de certains passages des livres sacrés, ces mots sont de ceux qui ont le pouvoir de changer des existences. Marc Aurèle a été à la tête de l'Empire romain de l'an 61 à l'an 180. La sagesse stoïcienne est bien une sagesse d'action. Que nous dit-elle au juste ? Qu'il est vain d'essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous, vain de vouloir changer les forces du cosmos dans lequel nous sommes plongés. Il vaut mieux user de sa force pour agir sur ce qui dépend de nous. Moins nous essaierons de lutter contre ce qui n'est pas en notre pouvoir, plus nous pourrons changer ce qui l'est. Si nous nous épuisons à vouloir changer ce qui ne peut l'être, nous ne serons même plus capables d'agir là où c'est possible. Mais si cette sagesse semble de bon sens, nous sommes souvent incapables de la mettre en œuvre. C'est que nous sommes trop modernes. Éloignés de cette sagesse des anciens par des siècles de progrès des sciences et des techniques, bercés depuis l'enfance par les « quand on veut, on peut », nous avons tendance à croire que notre volonté peut tout. Pressés d'en découdre, nous présupposons trop souvent que tout dépend de nous. Nous nous faisons alors une idée fausse du réel. Nous le voyons comme une pâte que nous pourrions modeler à loisir. Et ce ne sont pas nos succès qui vont nous convaincre du contraire. Lorsque nous réussissons ce que nous entreprenons, nous ne sommes pas le mieux disposés pour entendre cette vérité, rappelée par Marc Aurèle, mais aussi par Sénèque ou Épictète, que le réel parfois résiste. L'échec nous offre la chance de nous rendre enfin à l'évidence. Il y a bien en face de nous quelque chose qui s'appelle le réel. Difficile de nier lorsque nous nous sommes battus, avons fait de notre mieux, mais avons échoué quand même. Et dans ce réel, il y a en effet les choses qui dépendent de moi et celles qui n'en dépendent pas. Autrement, je n'aurais pas échoué. La sagesse stoïcienne commence par cette prise de conscience, par cette distinction, extrêmement simple mais très difficile à intégrer lorsque nous n'échouions pas. Or, cette distinction est souvent à l'origine de la réussite. Marc Aurèle lui-même ne cesse de rappeler, dans « Penser pour moi-même »,
qu'il faut toujours partir de cette ligne de partage. Avant d'agir, commencez par identifier ce qui ne dépend pas de soi et ne pas essayer de le changer. Il faut la volonté de changer ce que nous pouvons changer. Il faut la force de ne pas changer ce que nous ne pouvons pas changer. Nous gagnerions un temps et une énergie considérables si nous étions capables de devenir des hommes ou des femmes d'action stoïciens. J'ai rencontré souvent des dirigeants qui m'ont confié avoir radicalement modifié leur manière de travailler le jour où ils ont intégré l'axiome de base de la sagesse de Marc Aurèle. Au lieu de s'agiter en tous sens, sans prendre en compte les forces en présence, ils ont appris à accepter tout de suite ce qui ne dépend pas d'eux, pour mieux se concentrer sur le reste, à être davantage dans la stratégie et moins dans le volontarisme, davantage dans le jeu sur les forces et moins dans le rapport de force. Beaucoup m'ont confié que cette méthode était d'une efficacité redoutable dans les négociations commerciales. S'ils m'y autorisaient, je les questionnais sur leur parcours, sur ce qui leur avait permis de développer cette sagesse d'action stoïcienne. Dans la plupart des cas, c'était à la suite d'un échec. Le contraire de la sagesse est assurément le déni du réel. Être dans le déni de l'échec est la façon la plus sûre de n'en tirer aucun profit. Mon expérience d'enseignant au lycée le confirme tous les jours. L'élève qui refuse son échec, arguant que le professeur note n'importe comment, ou glissant sa copie au fond de son sac pour n'y plus songer, ne prendra pas le temps de s'arrêter sur ce qui n'a pas marché. Au lieu de voir l'échec comme un mauvais moment à oublier au plus vite, apprenons à le considérer comme une chance de s'arrêter dans une vie trop hâtive. Le déni de l'échec s'apparente dès lors à un refus de saisir cette occasion. La sagesse stoïcienne nous propose au contraire une profonde acceptation de cet échec, qui dit toujours quelque chose de la nature du réel. Le cosmos était selon Marc Aurèle un monde clos, un vaste nœud cosmique traversé de forces. Gouverner, pour lui, c'était tenter d'initier des politiques portées par ces forces cosmiques, des projets humains mais s'inscrivant dans le mouvement de la destinée du monde. Pour pouvoir agir sur ce qui dépend de nous, il fallait donc jouer de ces forces qui ne dépendent pas de nous. Dans cette optique, une politique échoue dans la mesure où elle se heurte frontalement aux forces du cosmos, au sens du monde. L'échec donne alors une indication précieuse sur la réalité de ces forces, indication qui peut s'avérer décisive dans les succès futurs. Être stoïcien, c'est être capable, même au cœur de l'échec, de cette sagesse-là, s'interroger sur ce que l'échec dit du réel. C'est le concevoir comme une rencontre privilégiée avec le réel, que celui-ci renvoie aux forces du cosmos, aux lois de la nature ou aux règles du marché. Lors de la dernière finale de Coupe Davis de tennis, la France était opposée à la Suisse. Pour l'emporter dans ce tournoi, il faut gagner 3 des 5 matchs. Après avoir perdu son duel contre Gaël Monfils, Roger Federer a répondu aux traditionnelles questions d'un journaliste. Le score était alors de 1 partout entre la France et la Suisse. Toujours fair-play, Roger Federer a commencé par saluer la qualité de jeu exceptionnelle de son adversaire. Puis il a ajouté une petite phrase que personne n'a vraiment remarquée. « J'ai perdu, mais je sais ce que je voulais savoir. » Parlait-il de son mental, de la nature du terrain, de la rapidité des balles, de la réactivité du public, de ses capacités physiques après sa récente blessure? Personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est qu'il a profité de la défaite pour savoir ce qu'il voulait savoir. Il a ensuite gagné ses 2 matchs, l'un en simple, l'autre en double, accompagné de Stanislas Wawrinka, permettant à la Suisse d'éliminer la France et de gagner la Coupe Davis. Ce matin-là, en entendant la phrase sibylline de Roger Federer, j'ai trouvé que le numéro 1 mondial avait un petit air stoïcien. Nelson Mandela, en revenant sur son histoire à la fois tragique et exemplaire, ne disait pas autre chose. « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». En nous invitant chaque jour un peu plus à devenir stoïciens, nos échecs peuvent aussi nous apprendre à ne plus nous complaire dans le sentiment de l'injustice. Marc Aurèle a rencontré en tant qu'empereur bien des obstacles et des déconvenues. Mais pour lui, l'échec n'est ni juste ni injuste. La sagesse stoïcienne prône l'indifférence à ces sentiments trop humains. Les forces du cosmos ne sont ni justes ni injustes, elles sont, c'est tout. Il va falloir faire avec, et même jouer avec, tenter d'inscrire son action dans la danse de ces forces. Le destin n'est ni juste ni injuste car il est plus qu'humain. Le juste et l'injuste ne sont que des interprétations humaines. Se plaindre du réel, c'est le fuir, se réfugier dans un jugement subjectif qui n'apporte rien. Même sans croire aux forces du cosmos ou au destin, nous pouvons garder des stoïciens cette idée que le sentiment d'injustice n'apporte rien. Pire, qu'il peut entraver notre action ou notre réaction. Nous avons cette liberté de ne pas ajouter au réel, à la difficulté ou à l'échec cet inutile sentiment d'injustice. La vie est juste la vie, c'est bien assez. Elle n'a pas besoin d'être juste pour être digne d'être vécue. Les thérapeutes, psychologues ou psychanalystes confirment d'ailleurs que les patients commencent à aller mieux lorsqu'ils cessent de se considérer comme des victimes d'une injustice. Le jour où ils commencent à accepter leur vie telle qu'elle est, à dire « c'est comme ça ».
Non pas un c'est comme ça aigre et plein de ressentiment, mais un c'est comme ça riche d'autorité et de courage. Un c'est comme ça qui claque, traversé par une force de vie. Non plus c'est comme ça, je n'ai vraiment pas de chance, mais c'est comme ça, à moi de faire avec et de bâtir dessus. C'est comme ça, le réel est ainsi fait. Ce ne serait pas la moindre des vertus de l'échec que de nous donner cette force proprement stoïcienne d'affirmation de ce qui est et qui ne dépend pas ou plus de nous. Ray Charles a perdu la vue à 7 ans et sa mère à 15. Auparavant, il avait assisté à la mort par noyade de son jeune frère. J'avais le choix, raconte-t-il, m'installer au coin d'une rue avec une canne blanche et une sébile, ou tout faire pour devenir musicien. Affirmation purement stoïcienne qui fait résonner ce mot d'épithète. Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Le simple fait qu'il affirme « j'avais le choix » est déjà révélateur. Ray Charles n'a pas gâché ses forces en se plaignant de son sort. Il a accepté cette cécité qui ne dépendait pas de lui pour s'employer à devenir ce musicien et chanteur de génie à qui l'on doit What I Say, Hit the Road Jack ou encore Georgia on My Mind. Il a su accepter en pur stoïcien la différence entre ce qui ne dépendait pas de lui, la perte de sa mère, de son frère et de la vue, et ce qui dépendait de lui, développer son talent, compenser sa cécité par une mémoire prodigieuse. Peut-être même a-t-il été porté par cette force d'acceptation pour devenir Ray Charles. Je suis aveugle, mais en trouve toujours plus malheureux que soi. J'aurais pu être noir, a-t-il plaisanté un jour avec un journaliste. Ray Charles fut capable, devant l'adversité, de ce grand « c'est comme ça », débarrassé de toute résignation, plein de vie, d'humour, de joie de vivre. Il ne s'est pas dit « c'est injuste ». Il a dit oui à la réalité, un oui qui ressemble au « grand oui à la vie » du Zarathustra de Nietzsche. La même manière de consentir à ce qui est. Le même geste stoïcien, ne pas déplorer ce qui ne peut être changé, tout faire pour changer ce qui peut l'être. Ainsi, l'acceptation stoïcienne n'est en rien une résignation. Elle est une affirmation, une approbation de ce qui est. Face à un échec comme face à une épreuve, la question n'est pas de savoir si c'est juste ou injuste, mais si nous pouvons ou non en tirer une sagesse, si nous pouvons nous appuyer dessus pour construire autre chose. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, ainsi s'ouvre le fameux poème de Rudyard Kipling, If, qui s'achève par « Tu seras un homme, mon fils ». Ces vers sont pleins, eux aussi, de cette sagesse stoïcienne. Il faut savoir perdre pour devenir un homme, perdre et se mettre à rebâtir. La protestation contre le réel est vaine. Pire, elle est contre-productive. Elle nous prend de notre force si utile pour reconstruire. Elle nous détourne du réel. Ni rire, ni pleurer, comprendre, écrivait déjà Spinoza dans l'Éthique avec des accents stoïciens. Il y a de cela dans ce poème de Kipling. Sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Sans dire que c'est injuste, sans ajouter au réel une couche de plainte. Sans un geste et sans un soupir, avec la force stoïcienne de celui qui sait qu'il est au milieu du cosmos, tout petit, qu'il ne changera pas l'ordre des choses, mais qu'il lui appartient de savoir jouer de ce qui est plus fort que lui. L'échec, lorsqu'il est là, ne dépend plus de nous. Seul dépend de nous la manière de le vivre. Nous pouvons pleurer sur notre sort injuste, ou voir l'échec comme une chance de rencontrer le réel, une invitation à devenir chaque jour un peu plus stoïcien. Ray Charles avait raison, nous avons le choix.